Bonjour à la rangée. Salut Fabrice, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Un grand film, Paddington au Pérou. Ah, le 3e épisode de Paddington. Tout à fait. Par Paul Dugal. Dugal Wilson. Dugal Wilson, c'est ça, exactement. Et c'est le 1 et le 2 étaient par Paul King. Voilà, donc changement de réalisateur. Ouais, pour un réalisateur totalement inconnu pour le 3, mais jamais entendu parler. Et donc Paddington, personnage mythique de la jeunesse anglaise et pas seulement, puisque les 2 premiers films ont été des réussites globalement. Réussite artistique ou financière? Financière, ou en tout cas de grand public, non? Ou pas tant que ça? Si, quand même. Ouais. Donc Paul King, c'est celui qui a fait Wonka avec Timothée Chalamet, que je n'ai pas vu. Que j'ai vu, mais que je trouvais insipide, enfin inintéressant. Ok, merci Fabrice. Donc on va peut-être parler de Paddington 3, Paddington au Pérou, Oui. en faisant quelques allusions au On est obligé un peu. premier et au deuxième. Enfin, je sais pas si on parle déjà comme ça, mais moi j'ai plutôt bien aimé le film Paddington au Pérou. Mais il y a quand même des choses qui sont changées il y a une grande distance de temps entre le 2 et le 3. Ouais. Et que ça donne 2 éléments, je trouve, peut-être pas dérangeants, mais qui font que ce n'est pas si familier que ça. Il y a la mère qui a été changée d'actrice pour la personnage de la mère de famille. Et là, je trouve que c'est un changement assez fort parce que c'était un personnage marquant dans le 1 et le 2 et qui était très convaincant dans son rôle, justement, dans le côté tendre et vie de famille, tout ça. Donc la nouvelle qui joue avec, c'est vu comme si c'était la même actrice, quoi. Donc c'est-à-dire, il n'y a pas c'est pas une nouvelle maman ou quoi que ce soit, c'est vu comme la même personne et ils ont dû changer des photos et mettre un peu allez, faire des modifications quoi pour garder le raccord quoi. Et je trouve que l'autre élément étrange un peu, c'est le fait qu'ils utilisent les mêmes acteurs par contre pour les enfants, mais qu'ils ont beaucoup grandi entre temps quoi. Et que donc, déjà entre le 1 et le 2, les enfants avaient grandi, mais ça restait, ok ils étaient adolescents, c'était encore jouable. Ici ils sont adultes tous les deux clairement, et je trouve donc des rôles très secondaires quoi, voire tertiaires. Et on voit que clairement dans le scénario, et ça c'est le côté artificiel, on leur donne des répliques, on leur donne quelques petites scènes où ils ont leur spécificité qui se montre selon leur caractère, tout ça, mais que ça a l'air très c'est pas naturel quoi. Ça a l'air d'être les passages obligés parce qu'ils ont du temps d'écran à avoir et des nombre de répliques à avoir. Ça donne un peu ce côté là quoi. Que ces personnages étaient très dispensables, qu'ils auraient pu faire sans, mais qu'il fallait garder le côté complètement familial et donc que les enfants accompagnent dans le voyage c'était obligatoire, alors que ça aurait pu se faire avec les parents et Paddington ou avec Paddington et d'autres personnes, j'en sais rien. Mais voilà, le déroulé du film, ça se garde comme si cette idée, comme dans le 1 et le 2, la famille est là et fait un bloc, doit être maintenue à tout prix quoi. Et que ça fait que pour se partager le temps, les rôles et les choses comme ça, c'est plus inégal ici dans le 3 avec le côté un peu forcé quoi des choses. Ok, j'avais vu le 1 mais j'avais pas vu le 2 et j'ai vu le 3. Je crois que le 1, si je me souviens bien, la méchante c'était Nicole Kidman. Ouais. Alors le 2 c'était qui? C'était Hugh Jackman. Non, pas Hugh Jackman, pardon. Comment est-ce qu'il s'appelle? Hugh Grant. Hugh Grant. Ouais. C'était Hugh Grant, le méchant, qui joue un homme de théâtre qui se déguise tout le temps et qui essaye, enfin un acteur de pub, enfin de télé et de théâtre, qui fait le grand show quoi, mais qui surtout se déguise beaucoup et essaye de trouver un trésor aux dépens de la famille de Paddington quoi. Encore un trésor? Ouais. Ah oui, ok. Donc oui, et je trouvais que là-dedans, le côté familial était moins facile à tenir que dans le 1 aussi, mais puisque c'est toute une période dans le 2, en fait, où Paddington est en prison, et où Paddington, à ce moment-là, ça déconnecte, quoi, du côté, c'est pas un mal, je trouve, du côté famille, la famille Brown, il n'est pas avec la famille Brown pendant toute la partie prison, et c'est pas, je trouve que ça permet au film d'explorer d'autres trucs, quoi, et donc c'était plutôt une qualité de ce film, je trouve, de pas forcer la famille à toutes les secondes, quoi. Tandis que dans le 3, ça revient à ça, quoi. La famille reste collée à Paddington pendant la plupart du film. Et là, ça a l'air un peu forcé, quoi. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe dans Paddington 3? Je compte un peu sur toi, mais bon, je vais essayer. On peut se compléter. Je crois que ça se passe pas tout au début, mais sa tante a disparu. Ouais. Qui est en fait pas sa vraie tante, qui est en fait une oursonne qu'il avait recueillie quand il était petit, qui s'était perdu. Ouais. Donc elle reçoit une lettre, je crois. C'est une sorte de maison de retraite pour ours, ouais, en fait, mais qui se trouve au Pérou, puisqu'elle est originaire du Pérou, Paddington aussi. Et elle était retournée là-bas pour vivre ses vieux jours, quoi. Avec des bonnes sœurs. Ouais.
Donc il va au Pérou, alors qu'il était en Angleterre, c'est ça? C'est ça. Et donc là, elle a disparu. Et petit à petit, donc il enquête, et il se rend compte que sa disparition est liée à un trésor de nouveau, de sa tribu d'où il venait. Ça c'est un spoiler. Ah mais on est déjà dans le spoiler. Okay. Bon, vas-y. Non, il y a un trésor effectivement à la clé, et même si lui, Paddington évidemment fait tout ce trajet dans la jungle, dans différents endroits, dans le but uniquement de retrouver sa tante, c'est en fait une sorte de chasse au trésor en réalité qui est faite avec une famille en particulier qui est à la recherche depuis des centaines d'années. C'est le trésor un peu comme dans les cités d'or, quoi. C'est le trésor perdu, l'or perdu du Pérou, quoi, des cités, que les conquistadors avaient déjà recherché, etc., quoi. Donc il y a un côté mythique à ça, mais ce sont des péripéties de voyage, quoi. Avec ça se passe en avion, ça se passe en bateau, ça se passe dans la jungle, ça se passe comme ça. C'est le côté enchaînement de scènes vers la progression et pour forcément à la fin retrouver la tante et que tout se finisse bien, quoi. Donc oui, alors c'est peut-être pas le méchant de l'histoire, mais il y a Antonio Banderas dans le film. Ouais. Et il y a celle qui joue la bonne sœur, la mère, c'est une des actrices de The Crow, ouais. qui jouait la reine d'Angleterre âgée. D'accord. Ouais. Je sais pas si tu as vu en partie The Crow ou... Crown, tu veux dire? The Crown, oui. C'est pas le corbeau. Non, la couronne. non, je n'ai pas vu du tout cette série. Pas vu du tout. Moi j'ai vu le début. Mais ouais. Ok, donc l'actrice, je trouvais se trouvait plutôt bien dans son rôle de bonne sœur un peu déjantée au final. Donc voilà. Et question scénario, je trouve l'intrigue même est plutôt correcte, quoi. C'est un peu dans la lignée du 2, je trouve, mais forcément plus aventure et jungle, le côté comme ça. Bah, là-dedans, je trouvais que le rythme du film n'était pas mauvais, quoi. Que la façon dont même si ça a un côté, là je dirais pas forcé, je dirais un peu prévisible. Il y a un côté prévisible dans ce film, qui est un film pour enfants quand même, globalement, donc c'est pas si grave, et que malgré le côté prévisible, les scènes sont agréables, quoi. Et que les personnages amenés, donc Antonio Banderas, la bonne sœur, d'autres personnages qui sont mis avant, la fille, donc Antonio Banderas joue un loueur de bateau au début, quoi, mais qui est aussi une sorte d'aventurier. Il a sa fille qui est dedans, il y a d'autres personnages encore qui interviennent. Voilà, que globalement, les nouveaux personnages amenés dans le film étaient réussis, quoi. Que c'était convaincant et que ça donnait, même s'il y a un peu une ambiance bon enfant, un peu un côté exagéré, qui a toujours été présent, quoi, dans le 1, dans le 2, dans le 3, le côté peut-être théâtral, quoi, de certaines performances, reste là-dedans, dans la continuité de ce qu'il y avait dans Paddington et est agréable, quoi. Donc voilà, là-dessus je trouvais que le déroulement du film, ça se laisse voir facilement et c'est pas déshonorant par rapport aux autres films Paddington, je trouve. Ok, un petit peu pour notre ami Hugues Daillé, qui a adoré les 2 premiers épisodes et qui a détesté le 3e en disant que les acteurs en faisaient des caisses. Tu ne trouves pas, toi? Bah, je trouve que dans le 2, les acteurs en faisaient déjà des caisses. Enfin, Hugh Grant en fait plus que des caisses, même si son personnage, quoi, c'est censé être un acteur cabotin. Il joue un acteur cabotin dans le 2. Et qu'il y a un peu un côté ironique à la situation, quoi, mais que ça donne... Et même dans le 1, je trouvais que Nicole Kidman aussi en faisait des caisses, donc dans un autre style, un style un peu plus effrayant, un côté plus... personnage sérieux par rapport à un univers loufoque, et qui est malgré elle emmené dans le côté loufoque, quoi. Mais que je trouvais que ni dans le 1 ni dans le 2, l'intrigue était particulièrement à prendre trop au sérieux et que les acteurs étaient dans la réserve, quoi, ou dans aucun des films, en fait. Je le recommanderais quand même aux enfants, ils ont bien, enfin, les miens ont bien aimé. Ouais. Et pareil que les autres, je pense que on le reverra quelques fois d'ici dans les années prochaines, simplement par envie, quoi, de revenir dessus. Donc c'était une chouette expérience cinéma malgré tout, quoi. Et toi, ton verdict, sinon? J'ai trouvé ça divertissant, mais sans plus, quoi. Ça n'a pas sorti de mon lot de 47 films des films de David Danet. Bien.
Sûrement que le 48e sera meilleur. Merci Larangé. Merci Fabrice.